Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti. N'hésitez pas à soutenir par des likes, à trouver la voie du partage par l'URL juste au-dessus ou bien la flèche en dessous, quoi qu'il en soit. Propulser les contenus, c'est important. Et vous avez aussi la voie pour commenter, juste en dessous, bien pour ceux qui regardent en direct, et me partager vos opinions, vos connaissances, voire des sources à étudier. Aujourd'hui, on part sur de la philosophie avec Descartes. Lettre préface des principes de la philosophie. Le princeps. L'idée de poser une base sur laquelle on peut travailler et s'orienter petit à petit dans cette métaphysique qui après nous fait cogiter sur ce que nous sommes. Également nous interpelle sur la morale, discerner le bien et le mal, qu'est-ce que même l'ordre de ces principes, et bien d'autres choses encore. En tout cas, c'est une voie vers la sagesse, puisque philosophia, c'est accéder à la connaissance, ce qui permet tout un tas de parcours, tout un tas de choses possibles, et on va essayer aujourd'hui d'aborder ces phénomènes avec Descartes, qui nous invite aussi à ne pas être seulement dans l'ordre de philosopher de l'esprit et d'en oublier la chair, mais de pouvoir faire la juste part des choses entre approfondir nos pensées, mais aussi vivre les instants présents, puisque en être biologique, nous ne sommes pas qu'esprit, nous avons besoin d'exprimer nos sensations, nos parcours dans le monde et d'interagir avec l'environnement, ce qui mène aussi à la conscience. Ce livre, je vais le lier avec un autre livre, mais que je vous lirai plus tard, qui est de Potter. Alors, c'est les fondateurs de religion, et il y a un petit passage, surtout à la page 59, quand on est sur Moïse, entre autres. On est déjà passé d'Akhenaton, 14e, 15e siècle avant Jésus-Christ. Après, à l'histoire de Moïse, 13e siècle avant Jésus-Christ. Et il y a cette question de croyance dans les arbres, les arbustes sacrés, que l'on retrouve aussi d'ailleurs dans les croyances celtiques. Alors je ne sais pas si à la suite ils en parleront dans ce livre, il me semble pas, mais j'ai un autre ouvrage qui abordera le phénomène. Et si j'étais interpellé sur les arbres, c'est parce que nous entendons l'arbre de vie dans la genèse des croyances monothéistes. Nous avons aussi, après, dans le paganisme un peu qui s'est installé, l'arbre de Noël, la bûche de Noël plus précisément. Nous avons cet arbre où à son sommet triomphe l'étoile, également pour Noël des chrétiens, et bien d'autres croyances de ce type. Voilà, ça c'est important à rappeler. Allons dans l'introduction pour essayer de comprendre ce qui va notamment nommer les principes juste après. Les anciens et le nouveau. Dans la lettre préface de sa somme de philosophie, Descartes adopte parfois une attitude déconcertante en paraissant accumuler les lieux communs de l'antiphilosophisme. Les philosophes sont souvent moins sages que les autres. Ils n'ont pas été capables, en 2000 ans d'activité, de déterminer un seul énoncé incontestable. Ils perdent leur temps en disputes stériles. Ces gens, soi-disant, dans l'accès à une voie de la connaissance, de l'étude de l'être vivant et même plus encore de nos origines et de ce qui pourrait être après le monde, n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur ne serait-ce qu'un énoncé, là où Descartes voudrait après poser la base des principes. L'abrégé panoramique de l'histoire de la philosophie va dans le même sens. Platon a enfanté des sceptiques, Aristote des empiristes naïfs. Leurs successeurs s'épuisent depuis lors en discussions qui amènent, au mieux, à des erreurs extravagantes et au pire, aux hérésies et dissensions qui travaillent maintenant le monde. Dans ces conditions, deux attitudes paraissent raisonnables. Rejeter la philosophie et se moquer de ces gens qui travaillent là-dedans. Donc, rejeter la philosophie, activité décidément bien futile, voire dangereuse, et se moquer de ce René Descartes qui, prétendant faire mieux que ses prédécesseurs, va ajouter un épisode à la longue et navrante histoire des échecs philosophiques. Mais Descartes prétend effectivement faire mieux et demande qu'on le prenne au sérieux. On remarquera ainsi qu'il ne s'en prend jamais à la philosophie, qui est bien plutôt l'objet de beaux éloges, mais aux philosophies de ceux qui ont philosophé avant lui. Qui veut leur dire vous avez des mauvaises méthodes, c'est pour ça que le résultat n'est pas là, vos aboutissements ne sont pas corrects, je vous propose de réorganiser tout ça. Les critiques précédentes visent donc à créer un effet de contraste. Il s'agit de faire apparaître la radicale originalité d'une pensée qui, là où toutes les autres n'ont pas abouti
ou du moins ont abouti à quelque chose de douteux, du confus, du chaotique et de l'inutile, lui prétend être parvenu à du certain, du clair, de l'organisé et de l'utile. Descartes, on le sait, le philosophe du commencement, du passé, il fait table rase, car la philosophie tout entière est à refaire. Il se vante d'être le premier à constituer, enfin, une philosophie digne de ce nom. D'autres passages de la lettre préface viennent cependant nuancer et compliquer ce schéma général. Je cite « Toutes les vérités que je mets entre mes principes ont été connues de tout temps et de tout le monde. » Fin de citation. Donc pour lui, il s'agit uniquement de réagencer les choses, mais il n'est pas dans une pure invention. Il va arriver, alors hop, que je reprenne ça, à ceci. En second lieu, Descartes ne veut pas seulement produire des vérités inédites, il prétend aussi préciser et utiliser de façon nouvelle, des vérités déjà identifiées. Je le cite. « Encore que toutes les vérités que je mets entre mes principes aient été connues de tout temps et de tout le monde, il n'y a toutefois eu personne jusqu'à présent, que je sache, qui les ait reconnus pour les principes de la philosophie, c'est-à-dire pour tels qu'on n'en peut déduire la connaissance de toutes les autres choses qui sont au monde. » Fin de citation. La signification et la portée d'une vérité philosophique ne se réduisent donc pas à l'énoncé lapidaire qui la présente. Elles dépendent aussi de la place et de la fonction qu'on assigne à cette vérité dans l'édifice du savoir. En fait, tout ordre philosophique qui pourrait même précéder certaines religions conduit à cette quête de vérité, qui persiste même pour les athées et pour tous les autres. Commentant les ressemblances que de nombreux lecteurs de Descartes avaient remarquées entre le fameux Cogito et des textes de saint Augustin, Pascal a parfaitement dégagé ce point. Que nous dit un autre philosophe, Pascal, entre autres, sur l'idée du paradis et de Dieu? Si ça n'existe pas, vaut mieux quand même y croire, parce qu'on aura toujours cette chance d'en dégager un bénéfice que les personnes qui ont été dans la négation et qui pourraient se retrouver condamnées. En gros, c'est à peu près ça son jeu à Pascal. Et là, il va nous mettre un passage. Alors, je vais vous le lire. Je cite. « Je voudrais demander à des personnes équitables si ce principe, je pense donc je suis, est en effet une même chose dans l'esprit de Descartes et dans celui de saint Augustin, qui a dit la même chose 1200 ans auparavant. En vérité, je suis bien éloigné de dire que Descartes n'en soit pas le véritable auteur, quand même il ne l'aurait appris que dans la lecture de ce grand saint, car je sais combien il y a de différence entre écrire un mot à l'aventure, sans y faire une réflexion plus longue et plus étendue, et apercevoir dans ce mot une suite admirable de conséquences, qui prouvent la distinction des natures matérielles et spirituelles, et en faire un principe ferme et soutenu d'une physique entière, comme Descartes a prétendu le faire. Tel dira une chose de soi-même, sans en comprendre l'excellence, ou un autre comprendra une suite merveilleuse de conséquences qui nous fait dire ardemment que ce n'est plus le même mot, et qu'il ne le doit non pas à celui d'où il l'a appris, qu'un arbre admirable n'appartiendra à celui qui en aurait jeté la semence, sans y penser et sans la connaître, dans une terre abondante qui en aurait profité de la sorte par sa propre fertilité. » Fin de citation. Donc là, Pascal nous dit que Descartes n'est pas comparable à un semeur. Sous-entendu, saint Augustin, lui, aurait jeté la graine de cette idée de « je pense, donc je suis », et Descartes en aurait découvert la merveille, c'est-à-dire tout le développement de la graine à ses premières pousses, à ses absorptions de l'eau, à ses enracinements dans la terre, et après jusqu'à la production des fruits. Donc de cette intégralité, le mot de penser, et même la phrase « je pense, donc je suis » selon Descartes, serait bien plus complète que ce que saint Augustin partageait 1200 ans auparavant. Ça, c'est ce que Pascal, en tout cas, nous relève. Après, de mon côté, j'ai pas assez étudié saint Augustin pour dire si c'est le cas ou pas. Mais voilà, un mot peut avoir plusieurs sens, des phrases, imaginez alors, dans ces cas-là, par rapport à leur combinaison, tout ce qu'elles peuvent porter, quelque part, il y a du volume dans du volume. C'est comme quand vous tenez des discours, tout dépend de votre ponctuation, de la situation dans laquelle vous êtes et de la compréhension des uns et des autres, les portées seront totalement différentes. Donc ça, c'est important à voir aussi.
Parce que souvent, on peut se mettre à lire des philosophies et dire « Ah, c'est basique, ça, c'est premier niveau ». Vous voyez, il y en a sur Internet, ils se pensent hautement intelligents, capables de remettre tous les historiens en considération quant à l'origine des langues. Également dans l'idée qu'il y aurait juste une toute petite ethnie de la planète qui serait à l'origine de toutes les inventions. On en retrouve également dans ces dimensions-là à tout vouloir réécrire, en fait, à balayer toutes les recherches même archéologiques pour nous vanter les mérites de leur communauté. Et également, voyez-vous, être dans l'idée réductrice, un peu dans la moquerie, une mesquinerie, de dire « Ah ouais, les philosophes, c'est de la palissade qu'ils nous donnent, c'est des choses basiques. » Alors qu'en fait, dans les mots, des fois, dans les concepts même qu'ils nous partagent, les phrases, en effet, sont basiques, mais le fond, ce qui doit vraiment en relever dans l'essence et vous conduire à vos propres sens, à votre aventure personnelle, est beaucoup plus riche en soi. Et pour ça, il faut cogiter un minimum, se laisser la voie et l'ouverture à tout un tas d'accès. Donc en philosophie, il existe donc des effets de structure et d'agencement. À partir de là, on peut parler strictement d'un même énoncé qui n'a pas la même vérité quand on y pense en passant. Et quand on en fait, comme Descartes, le premier principe de la philosophie, un point de départ indubitable et fécond. Descartes n'est peut-être pas le premier à dire « je pense donc je suis », mais il est le premier à en tirer les conséquences qu'il en tire. Il a su faire du neuf avec de l'ancien. D'où le premier paragraphe, on va dire, les anciens et le nouveau. Donc les anciennes philosophies, quelque part, et le nouveau philosophe qui est présent. Alors, 21. Principe. Il n'en demeure pas moins qu'il faut d'abord constituer un savoir vrai. Comment le bâtir ? Il faut, dit Descartes, partir du principe. Et des principes. À nouveau, la signification actuelle du terme risque d'induire en erreur. Le principe, cartésien, n'a rien à voir avec les règles strictes et convenues de celui qui est à cheval sur les principes. Son sens est plus proche de celui du latin principium, le commencement, ou princeps, le premier, celui qui occupe la première place. De là, les deux conditions qui définissent la vérité des vrais principes et permettent de les différencier des faux. Donc de là, on en a deux. Les principes doivent être si clairs et si évidents que l'esprit humain ne puisse douter de leur vérité lorsqu'il s'applique avec attention à les considérer. Il faut d'autre part que ce soit d'eux que dépende la connaissance des autres choses en sorte qu'ils puissent être connus sans elles, mais non pas réciproquement elles sans eux. Donc le commencement doit poser la base d'être clair, son évidence, et finalement conduire à la totale compréhension. La connaissance des autres choses se fera par ces principes. Donc après, ils mettent entre parenthèses qui résument les principes doivent être clairs et on en peut déduire donc toutes les autres choses. Le principe doit donc être indubitable, ce qui conduira à dénier la qualité de principe à tout énoncé, mais aussi comme... Alors attendez, hop, parce que là du coup j'ai perdu la phrase, qui doit conduire à dénier la qualité de principe à tout énoncé qui apparaîtra non seulement comme faux, mais aussi comme douteux. Il doit être épistémologiquement autosuffisant, c'est-à-dire ne pas dépendre d'une autre connaissance. Il doit enfin être théoriquement fécond, c'est-à-dire permettre d'atteindre, par voie de déduction, d'autres connaissances qui dépendent de lui. À rigoureusement parler, un seul principe cartésien satisfait à cette triple exigence et il reçoit en conséquence l'appellation quasi tautologique de premier principe. Le cogito, que rien n'ébranle, que rien ne précède puisqu'il est la première vérité résistant à l'épreuve du doute et qui sera le point de départ permettant l'édification de la philosophie nouvelle. Mais en un sens plus large, on pourra aussi appeler principe toute vérité indubitable déduite de ce premier principe et permettant à son tour de déduire d'autres vérités. En second sens, le pluriel est autorisé. Il y aura des principes, c'est-à-dire des vérités indubitables, fécondes et générales, qui s'entresuivront en série ordonnée. Cette définition cartésienne du principe appelle enfin une remarque. Même si son projet initial était d'écrire une somme de philosophie, Descartes a fini par publier des principes de la philosophie, et non une philosophie. Tout court.
Ainsi, l'ouvrage ne prétend pas présenter la totalité du savoir vrai, mais l'ensemble des vérités fondamentales qui permettront l'édification de ce savoir. Descartes veut donc moins achever ou clore la philosophie que léguer à ceux qui penseront après lui des bases sûres pour la continuer. Donc il veut vraiment donner la méthode pour parvenir à ce que tout un chacun puisse compléter l'œuvre de l'humanité dans l'accès à la connaissance. Et c'est là où on va en arriver à l'arbre de la philosophie, avec ce petit schéma dont je vous ai déjà montré l'image à l'écran. Alors, c'est bizarre parce que le focus, il veut jamais se faire, comme par hasard. Alors, attendez un petit instant, je bois un coup. On en arrive à l'arbre de philosophie que je vais mettre aussi en lien avec la Genèse, qui en amène à ce fruit donnant accès à la connaissance. Et d'ailleurs, l'autre jour, en débat avec Thomas Ferrier, je vous ai fait part de quelque chose d'intéressant. Vous pouvez retrouver l'intervention sur la chaîne de Veritas Globalis. C'est que dans la Genèse chrétienne, juive et musulmane, je ne sais plus s'il est question de l'arbre de vie, il faudrait que je retrouve. En fait, Dieu il dit, vous consommerez de tout sauf de ces arbres-là. Parce qu'en soi, il y a deux arbres. Il y en a un d'immortalité et un de la connaissance. Et le truc, c'est qu'il aura interdit de croquer dans le fruit de la connaissance pour discerner, entre autres, le bien et le mal, la morale. Donc l'action, quand ils vont désobéir à Dieu, en soi, c'est-à-dire qu'ils ne possédaient pas ce savoir, cette faculté de pouvoir respecter ou non des ordres, puisque en désobéissant, ils ne savaient pas forcément que ça serait mauvais, puisqu'ils n'avaient pas accès, selon la Bible, selon la Torah, et je ne sais pas si les musulmans c'est pareil, mais ils n'avaient pas encore croqué dans le fruit qui donne justement l'illumination quelque part, et qui permet d'y voir clair, et de faire des actions en totale obéissance des règles appliquées, mises en place par Dieu. Donc ça pose aussi une question sur certaines concrétisations. Qu'est-ce qui était entendu par là? L'arbre de la philosophie, on le retrouve aussi donc par Descartes. Je cite, « Ainsi, toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, ce que l'on voyait, et le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. J'entends la plus haute et la plus parfaite morale qui, présupposant une entière connaissance des autres sciences, est le premier degré de la sagesse. » Et c'est pour ça que sur son arbre, vous avez les racines métaphysiques qui permettent la croissance. Ensuite, vous avez le tronc physique et ça découle sur la médecine, la mécanique un peu plus élevée et enfin ce qui gouverne l'intégralité ayant obtenu le summum quelque part, l'accomplissement, c'est la morale. La morale qui peut être appliquée après à la médecine, c'est là où on en arrive à la bioéthique, bios, ethos, le respect, la morale qui est adaptée sur le vivant, sur le biologique, la mécanique, comprendre également la motricité des hommes, des animaux, des insectes, de tout ce qu'il en est, mais pouvoir aussi reproduire cette capacité avec la mécanique tout simplement que l'on viendra faire pour l'industrie par exemple. Alors il faut toujours être interrompu. Nous étions à cette comparaison fameuse se révèle à l'analyse d'une grande richesse. Il faudrait tout d'abord la situer dans une histoire symbolique de la littérature sapientielle et philosophique, qui a souvent fait de l'arbre la source et l'emblème du savoir. On y rencontrerait, entre autres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que la Bible situe au milieu du jardin d'Éden, le chêne de Dodone, dont vinrent selon Socrate les premières divinations, les très nombreuses représentations antiques et médiévales de l'arbre de la science. Plus modestement, nous nous bornerons ci-dessous à quelques indications pour une élucidation interne de cette comparaison. Unité, système, chez Descartes, le savoir humain est essentiellement un et se dit au singulier. Là où nous parlerions peut-être aujourd'hui d'un bosquet ou d'une haie du savoir pour suggérer les rapports sinon inexistants, du moins problématiques, de différentes disciplines, l'image de l'arbre impose l'unité de domaines certes distincts, mais systématiquement coordonnés dans une totalité organique qui les réunit et les distribue. Je cite. L'unité du savoir visée par Descartes
substituent à la différenciation des sciences selon que leur objet est rapporté à tel genre d'être, l'ordre des vérités, en tant que la connaissance des unes peut découler de la connaissance des autres. Fin de citation. Pour nous modernes, l'arbre cartésien a un goût de nostalgie. Il évoque une unité perdue, une totalité absente dont la disparition aujourd'hui consommée commence peut-être au milieu du XVIIIe siècle, lorsque Diderot et d'Alembert publient l'Encyclopédie. Si les thèmes de l'ordre, de l'unité et de la systématicité du savoir tranquillement sous-entendus par la comparaison cartésienne hantent encore le projet encyclopédiste, c'est dorénavant comme autant de problèmes. Certes, dans le discours préliminaire, Diderot et d'Alembert présentent un arbre encyclopédique des connaissances, presque entièrement repris du philosophe anglais Francis Bacon, qu'il faudrait comparer terme à terme avec celui de Descartes. Certes, il s'agit encore d'exposer, je cite, sur chaque science et sur chaque art, soit libéral, soit mécanique, des principes généraux qui en sont la base. Fin de citation. Mais l'arbre s'est fissuré, et le savoir humain se désarticule avant d'éclater. L'encyclopédie est une tentative héroïque pour apercevoir un ordre qui s'estompe. Je cite. Le système général des sciences et des arts est une espèce de labyrinthe, de chemin tortueux où l'esprit s'engage sans trop connaître la route qu'il doit tenir. S'il est souvent difficile de réduire à un petit nombre de règles ou de notions générales chaque science ou chaque art en particulier, il ne l'est pas moins de renfermer dans un système qui soit les branches infiniment variées de la science humaine. Fin de citation. À l'image de l'arbre, se superpose alors celle de la map-monde, une multitude de points et de pays dont nous constatons la localisation sans la produire ou l'ordonner, avec ce qu'elle implique d'arbitraire dans le choix du système de projection utilisé. Comment on reconstitue le monde au niveau des dimensions des pays, ou encore même à d'autres époques, des cartes qui pouvaient varier selon les navigateurs, les observateurs et les géographes. Je vais citer le passage également de Descartes. Comme dans les cartes générales du globe que nous habitons, les objets sont plus ou moins rapprochés et présentent un coup d'œil différent selon le point de vue, et l'œil est placé par le géographe, ou l'œil est d'ailleurs placé par le géographe qui construit la carte. De même, la forme de l'arbre encyclopédique dépendra du point de vue où l'on se mettra. On peut donc imaginer autant de systèmes différents de la connaissance humaine que de map-mondes de différentes projections. Fin de citation. Donc on peut avoir différentes observations de l'humain et de ses rapports au monde, même des êtres vivants, sur différentes notions, couches qui peuvent se juxtaposer, et tout dépend de l'angle sur lequel on se penchera, on en aura des visions fort différentes, et peut-être que par là, il faisait également un clin d'œil à tous les philosophes qui l'ont précédé, dans leur projection de ce que serait l'esprit et ce genre de choses. Alors je vais après vous lire le petit passage à la page 59 du livre de Potter. Je voudrais juste poursuivre sur cette idée-là. Philosophie et science au pluriel. La philosophie, c'est-à-dire la totalité de l'arbre cartésien, recouvre un domaine beaucoup plus large que celui que nous concédons aujourd'hui spontanément aux philosophes de profession, et dont on pourrait dire qu'il correspond, à la morale près, à ce que Descartes appelle métaphysique. Chez Descartes, il n'y a pas de coupure ou d'abîme entre philosophie et science au pluriel. Pourquoi cette affirmation nous paraît-elle presque incongrue ? Parce que nous avons pris l'habitude d'instaurer entre philosophie et science un strict partage des objets et des modalités du discours. Aux scientifiques, la découverte de structures et de lois qui permettent d'avancer les conclusions assurées sur la nature et le comportement de réalités concrètes, palpables. Aux philosophes, les conjectures invérifiables sur des êtres problématiques, Dieu, l'âme, l'esprit. Et après on pourra en rajouter encore les mondes parallèles et tout ce qu'on veut, dont l'existence même est discutable. Qu'il soit ou non correct, ce schéma constitue une entrave à la compréhension de ce que Descartes entend par philosophie. Si l'on veut comprendre Descartes, il faut donc, le temps d'un effort à coup sûr dépaysant, oublier ce schéma et parcourir l'arbre cartésien pour en apercevoir la logique. Donc la morale pourra s'exprimer en étudiant le corps, le tronc, la physique, et également revenir à la base métaphysique, puisque l'être apparemment n'est pas
uniquement de la matière, il est plus. Et pour s'en remettre à sa compréhension, on va également sur les branches du coup de la médecine, comment fonctionne la biologie, au niveau de la santé, comment la conserver. On dit même que le corps humain a par exemple 2 cerveaux. Le premier cerveau qui pilote le tout avec le lobe frontal, occipital, et encore 2 autres qui existent, temporal, etc. Et le cerveau part, entre autres, et les intestins, le ventre. C'est finalement quand on arrive à avoir une belle harmonie, on sera moins stressé, mieux avec notre corps, peut-être plus apte à pouvoir faire des efforts, que ce soit dans une activité professionnelle ou bien même de façon sportive, ou encore, plus intéressant, intellectuellement. Lorsque tu es rassasié sans être trop lourd et que ton cerveau a suffisamment de nutriments, une bonne oxygénation et tu es bien dans ton corps, ton esprit peut être sain. Comme il est dit, je crois, c'est un corps sain abrite un esprit sain. Quelque part, c'est ça. C'est une entièreté. Donc, pour comprendre la métaphysique, il faut aussi s'intéresser à la physique et après remonter jusqu'aux branches qui elles-mêmes produiront leurs fruits selon nos actions et ce que l'on en fera. Alors, je vous propose, avant de continuer sur les racines métaphysiques, ce tout petit extrait, arbre et arbuste sacré. Dieu apparut à Moïse au milieu d'un buisson, et c'est un fait significatif. Nous ignorions à l'époque, et nous ignorons encore, quelle était l'essence de ce buisson, car le mot hébreu séné n'est employé qu'à cet endroit du texte. En général, les commentaires donnent à ce sujet le sens du buisson de ronces, tandis que le Nouveau Testament lui donne comme synonyme le mot grec batos, qui signifie buisson d'épines. On a dit aussi qu'il s'agissait d'une variété d'azalée à fleurs d'un rouge flamboyant, ce qui expliquerait la vision qu'a eue Moïse d'un buisson ardent qui ne se consumait pas. Beaucoup de peuples ont cru que Dieu avait sa demeure dans les arbres, les bosquets et les arbrisseaux. Les sectateurs de Zoroastre tenaient les plantes pour sacrées, parce qu'ils pensaient qu'elles procuraient la santé et l'immortalité, ce qui est conduit aussi aux croyances du coup de Gaïa-Terre-Mère. Tout se passe dans la nature, et Mère Nature, en réalité, est la matrice, c'est elle qui féconde, elle qui offre la vie, et donc sans elle, point de possibilité pour tous les vivants, des insectes aux animaux jusqu'aux humains. Les Grecs vénéraient Jupiter dans le chêne de Dodone, dont on a parlé juste avant, avec également, je crois que c'est Socrate. Et le fameux chêne où Térébinthe d'Abraham à Mamre a été vénéré pendant des siècles non seulement par les Juifs, mais même par les chrétiens jusqu'à l'époque où Constantin mit fin à ces pratiques superstitieuses en construisant une église à ce même endroit. Agamemnon, alors c'est Agamemnon même, a été prêtre du culte des arbres et le Bouddha trouva la délivrance sous l'arbre beau. Il existe encore aujourd'hui dans nos coutumes une survivance de la croyance au pouvoir magique des arbres et des buissons. Et on a même après dans les plantes aussi, si on reste dans le modèle monde végétal, tout ce qui est des plantes médicinales, le soin, et on peut même après remonter avant même, comment il s'appelle, Hippocrate, un autre qui l'a précédé, pareil avec ce bâton, donc le bâton qui renvoie en fait à la production de l'arbre qui se transforme en serpent. Alors c'est pas seulement, je crois que c'est Moïse aussi qui avait fait ça, si je dis pas de bêtises, transformer l'arbre enfin le bâton en serpent, mais il y en a dans la tradition qui le précède, d'accord ? Donc on le retrouve, et celui dont je vous parle, son statut était connu à Pergame. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, il est même appelé pour certains Satan. Parce qu'il est dit dans la Bible, toi Satan qui as ton trône à Pergame. En gros, il y a comme ça les assemblées, les 7 églises au niveau de l'Asie mineure, hein. D'ailleurs ça ramène toujours à la Turquie, hein. La Genèse, l'Ancien Testament nous place le paradis, l'Éden, donc le jardin en Turquie, avec le fleuve de l'Euphrate, le fleuve, c'est le Tigre il me semble, si je dis pas de bêtises, il faudrait vérifier, et après ça repart en 2 autres branches. Et même quand vous regardez la forme, on dirait une sorte de femme à moitié avec une couronne, ou je sais pas, en tout cas on dirait, on va dire, le corps d'une femme à moitié quand vous regardez ces fleuves. Regardez bien l'Euphrate et tout, comment c'est dessiné jusqu'à la Turquie. Et pour continuer sur ça, donc
Pour moi, le Jardin d'Éden est en Turquie. Euh, Quand Jésus, après, fait ses prêches et disparaît pour être ressuscité à ses apôtres, ils partent en Turquie. Et quand il réapparaît à Jean de Patmos, eh bien, il lui fait une révélation pour la fin des temps et l'assemblée, parce qu'en fait, quand il a dit à Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, c'était pas dans les traductions, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça, c'est malheureusement diminuer le sens des mots. Quand on revient au grec de ce que l'on a, et même pour d'autres textes également en hébreu, c'est Pierre sur ce roc, donc sur le principe dont tu as parlé, c'est-à-dire la pierre angulaire qui a été délaissée, c'est en fait Jésus, Fils de Dieu, je bâtirai mon assemblée. Et l'assemblée renvoie à ecclésia, ecclésiastique. Mais ne renvoyez pas à un vicaire et à un pape, d'accord? Et en plus, c'est là où c'est intéressant, parce que du coup, si ça renvoie plus à un pape de façon romaine et avec une gouvernance de cette ville aux 7 collines, on en est plutôt à l'assemblée aux 7 églises. Et donc cette assemblée en question est citée dans l'Apocalypse en Asie mineure. D'accord? Et après, comme là je fais une petite déviation sur cette thématique, eh bien nous avions à Pergame un être très très connu qui était justement médecin et qui permettait certaines avancées ou non. Et l'un de ses surnoms est Satan. Et on le retrouve entre autres dans la symbolique avec Hippocrate et ce serpent et le bâton. Voilà. Même si les serpents, on va dire les deux serpents d'Hippocrate sont un peu différents. Mais ça renvoie à ça. Donc le bâton qui vient de l'arbre, et à nouveau, on est toujours dans ces mêmes traditions. Revenons-en, donc il existe encore aujourd'hui dans nos coutumes une survivance de la croyance au pouvoir magique des arbres et des buissons. Chênes, ormes, épines, et toujours une formule magique en Angleterre. Toucher du bois pour écarter la maladie ou le mauvais sort revient à demander le secours des esprits des arbres. Dans certains pays, des gens vont à la recherche des sources en tenant devant eux une baguette de coudrier qui leur indique le point d'eau. Et ça, c'est pareil dans la tradition celtique. En fait, il disait, tu prends un bâton, alors c'était dans le livre que j'avais lu, surtout recommandé en effet de prendre le coudrier, mais ça pouvait être toute autre chose, juste il fallait se faire un avec cette matière, pour être guidé, et je ne sais pas exactement si c'était quelque part s'en remettre à la communication des arbres, parce que vous savez, il y a une expérience, enfin il y en a plusieurs même qui ont été faites, et ils sont aperçus que les plantes communiquaient entre elles, d'accord, par leurs racines, par comme de l'électromagnétisme à moitié, elles ont leur langage. Et donc ça renvoie après à cette tradition également celtique de nos ancêtres, qui vient pas forcément d'ailleurs d'Orient, même si des fois il peut y avoir des échanges de connaissances et de savoir, et qui expliquait qu'il fallait faire un avec le bâton, peut-être, et là j'y mets l'hypothèse, pour être connecté, voyez-vous, avec ce champ électromagnétique des arbres qui communiquent entre eux et obtenir des informations ou bien encore un flux d'énergie, je ne sais quoi. Après, c'est de la croyance, il faut aussi faire attention. Mais la science, peut-être qu'un jour, nous prouvera tout ça. Continuons. Dans certains pays, des gens vont à la recherche des sources en tenant devant eux donc la baguette qu'on a parlé de coudrier. Il faut que la baguette provienne d'un coudrier. Pourquoi ? Nul ne sait. En Irlande, le coudrier est depuis la plus haute antiquité l'arbre de la science. En fait, nous, il faut savoir une chose, c'est que certes, il y a du paganisme à dénoncer, mais nos peuples européens étaient peut-être même plus avancés encore que d'autres peuples sur la planète. Ça, il faut aussi s'en remettre. Mais comme on a chassé bon nombre de savoirs voilà, au nom de l'imposition d'un autre dogme, aujourd'hui, on nous laisse entendre que l'Occident n'a jamais eu d'esprit philosophique, n'a jamais eu ses propres matières à penser et qu'elle a toujours été sous l'autorité de l'Orient. D'accord ? C'est pas forcément le cas. Il faudrait pousser les démarches et je le ferai dans l'année. Quand au début de l'hiver, on se trouve brusquement devant un orme à longues feuilles illuminé par toute cette floraison jaune au milieu des autres arbres dénudés, on ressent une impression de surprise et presque de surnaturel. Cette impression aide à comprendre celle qu'éprouva Moïse à la vue de Dieu dans le buisson ardent. Presque toutes les religions ont leur arbre sacré, dispensateur de la vie, de la science et de la guérison des maladies. On les trouve dans la Genèse et la Révélation, et aussi sur la vaisselle chinoise décorée de sol. La bûche de Noël, l'arbre illuminé et
saints aux brillants ornements qui n'ont encore aucun rapport donc avec le christianisme, mais dont les bons chrétiens ne sauraient se passer à l'anniversaire de la naissance du Christ, font de ceci, pour ce jour au moins, et malgré leur ignorance, des païens, pratiquant le culte des arbres, tandis que l'innocent baiser échangé sous la branche dorée du gui est un reste atavique d'une coutume plus brûlante. Donc on a pas mal de choses qui ramènent à l'arbre. On a aussi donc le gui, on a la bûche de Noël, l'olivier, je crois, qui est important, il me semble, parce qu'après, je n'ai pas non plus toutes les connaissances, hein, j'ai encore des choses à découvrir. La sainte épine de Glastonbury, la couronne posée sur le front de Jésus aussi, la couronne d'épines, en effet, le buisson d'épines en flammes de Moïse appartiennent tous au même genre, non seulement au point de vue botanique, mais aussi par leur signification religieuse. D'ailleurs, le culte des arbres subsiste encore à l'état latent dans l'âme des hommes, même dans celle des sophistes. Il suffit pour s'en rendre compte d'examiner les visages des personnes qui entendent lire ou chanter le, je cite, « Je crois que jamais je ne verrai rien d'aussi beau qu'un arbre ». Fin de citation, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, de Joyce Kilmer. Ils expriment un sentiment d'admiration profonde qui prend sa source dans une religion esthétique issue des passions aveugles de l'animisme, car c'est du sol grossier mais fertile de la religion primitive que notre poésie et notre art reçoivent leur meilleure inspiration. Si j'en venais à ça aussi, c'est pourquoi. Donc on voit le socle des religions, particulièrement de la chrétienté, axé avec l'olivier, le buisson ardent, la couronne d'épines, le gui, la bûche de Noël qui s'est ajoutée de façon traditionnelle. On a quoi d'autre dans ces idées-là? Donc l'arbre de la Genèse, connaissance du bien et du mal. Et il y a quelque chose, donc Descartes lui-même prend inspiration en fait de ça pour en faire sa philosophie. Et ça remonte à déjà fort longtemps. Il nous met donc les principes, les racines, la métaphysique, le tronc, la physique, et puis on a vu les trois branches. Et dans l'autre jour, l'exercice que je devais faire, utopie, donc société désirée et le bon lieu, la bonne société quelque part, je voulais ajouter, parce que j'avais pas fini mon développement, notamment de qu'est-ce qui serait bon pour moi, pour ramener les gens à respecter leur territoire. Vous voyez, pas être dans toujours cet esprit revanchard contre les colons, contre une histoire des fois qui n'ont pas subi des discriminations inventées. Eh bien, ça aurait été que, du point de vue des jeunes, on leur fasse au moins planter, je sais pas, 2-3 arbres, parce qu'après, il y en a qui peuvent tomber malades et être sabotés, donc au moins 2 ou 3 arbres qui viendraient à grandir en même temps qu'eux sur le territoire, et puis l'arbre en soi peut après nous dépasser. Et donc ça serait une forme d'héritage où on pourrait retrouver la trace de nos ancêtres quelque part, sans être dans une adoration, de divination de cet arbre, mais c'est pour dire que c'est notre territoire, que l'on a marqué l'histoire d'un pays, et ça rattache. Et comme l'arbre prend ses racines, finalement, les familles qui se mettraient dans ce modèle-là, les enfants à qui on leur ferait en tout cas participer justement à créer des forêts, en plus là où c'est des lieux agréables après pour s'y balader, pour s'y retrouver, eh bien au lieu d'avoir des cimetières et d'animer les morts, on serait plutôt à animer la vie. C'est-à-dire l'arbre, tant qu'il peut croître, il le fera pendant 100 ans, 200 ans, etc. Et donc il serait plus intéressant, dans le modèle par exemple français, d'établir non plus des cimetières comme c'est le cas, mais plutôt d'en arriver à une tradition de la vie avec des arbres. On plante un arbre de notre vivant et celui-ci nous dépassera. Et même quand on sera décédé, quelque part, nos proches auront toujours une trace de notre passage. Et ça ancre, on va dire, sa famille, etc. Et en plus, ça donne des cadres agréables et ça produit de la vie, ça change ce carbone en oxygène, donc ça nous alimente quelque part. Dans cet esprit-là, on est oxygéné par nos ancêtres, sans forcément être dans la divination et dans l'adoration des morts, vous voyez. Parce que moi, je trouve ça malsain, les cimetières. Je veux dire, il y en a qui vont dire que c'est respectueux de faire des pierres tombales, d'y aller, déposer des fleurs, d'être là, notamment à pleurer sur une pierre. La pierre, de sa manière dont elle est mise, elle ne vit pas. Et une pierre, c'est pas comme un être biologique. Et je trouve ça malsain d'entretenir comme ça ces rapports aux morts. Après, peut-être que je me trompe, hein. Je n'ai pas forcément la réponse. Mais il me semble que dans la Bible, il était dit « laissez les morts ensevelir les morts ». Et ça, c'est un problème. Il y en a beaucoup dans ce monde, ils vont vous parler qu'ils sont croyants, ils aiment Dieu, ils sont aptes à passer dans le monde suivant, dans le paradis peut-être. Et pour autant, ils refusent la mort. Et ils vont
s'y attacher. Et en plus, il y a une exploitation malsaine de ce système où tu payes la pierre tombale très très cher, la cérémonie coûte un bras également, mais en plus, au bout de 20 ans, par exemple, on te dit, attends, il faut repayer, parce que ça ne sera pas à vie. Donc cette idée-là en question d'alimenter tout un système économique de la mort qui est malsain, qui ramène les gens en plus dans une tristesse, où ils veulent communiquer des fois, ça serait plus simple pour moi de planter des arbres qui n'ont pas besoin voilà, d'être entretenus, ou alors on va dire entretenus juste par des gardes forestiers tout au plus, et voilà, là on serait dans un modèle je pense beaucoup plus viable quelque part. Après, peut-être que je me trompe, j'ai peut-être un peu trop long sur ce développement, mais ça serait important pour ma part. Alors, racine métaphysique. Donc la lettre préface des principes définit la métaphysique par ses objets, Dieu, l'esprit humain et toutes les notions simples et claires qui sont en nous. Le bon sens, notre sixième sens, qui est une forme d'orientation dans nos décisions. La métaphysique se présente donc comme le savoir de l'immatériel, ce qui détermine sa spécificité par rapport à la physique tronc. Pourquoi la métaphysique est-elle à la racine ? Parce que le cartésianisme est une pensée qui pousse jusqu'à l'extrême limite l'exigence et la radicalité d'une démarche fondatrice. On ne saurait envisager l'obtention d'un savoir certain, dans quelque domaine que ce soit, si l'on n'a pas d'abord répondu à une série de questions fondamentales qui concernent proprement la métaphysique telle que Descartes l'a définie. Dieu existe-t-il ? Est-il ou non un trompeur ? Que suis-je, moi, qui veux savoir ? Que pensais-je ? Et comment ? Ça ramène aussi à la première méditation de Descartes, être apte à tout remettre en question et même de se dire, est-ce que mon environnement, c'est Dieu qui me trompe et tout ça ne serait que simulation ? Et pour pas tomber dans la folie, il y a justement le je pense, donc je suis, hop là, un peu de rationalité. Ensuite, il y a des décisions qui sortent de ma volonté, donc là, ça me ramène dans la suite de l'exercice qu'il ne déclare pas forcément Descartes, mais que l'on peut faire, à comprendre que nous ne sommes pas Dieu. Parce qu'il pourrait y avoir aussi cet esprit-là de dire, est-ce que c'est pas moi qui me suis créé tout cet environnement pour vivre une sacrée simulation ? Et en fait, à tout moment, je peux ressortir mon corps pour revenir à ma situation première d'être un dieu. Ça pourrait être le cas, vous voyez. Alors, en tout cas, cette thèse, cette théorie a son intérêt. Et pour y arriver, il y a un exercice qui s'appelle la déréalisation, la dépersonnalisation. C'est-à-dire, je sors de tout ce que je me suis construit jusqu'à présent, de ma personnalité, qui donne donc la persona, en termes de goût, de comportement, de croyances. Jusque-là, je fais table rase pour un temps, et c'est très compliqué, quelque part, ça serait comme une réédition de soi, un effet de recommencement. Et je m'efface pour un temps, et j'essaye de sortir de la matière, donc je vais dans mes pensées, et je me questionne. Est-ce que, puisqu'on me dit qu'en soi tout l'environnement est question d'atomes qui sont comme ça en correspondance, que même l'air que je respire en soi, ou l'eau que je peux boire a une certaine composition, à un certain langage, est-ce que tout ça n'est pas que tromperie ? Même la lumière, en soi, si je peux la voir de ma façon en couleur, c'est par, on va dire, ma rétine, après tout le fonctionnement de l'œil et la diffraction de la lumière, qui fait que je vois du bleu, du rouge, du vert, etc. Normalement, elle n'est pas comme ça, entre guillemets. On peut voir certains animaux, leur vision, c'est du noir et du blanc. Et donc moi, mon être, déjà, me donne plus de possibilités. D'accord ? Je suis au-dessus des animaux qui, eux... parce que souvent, il y a des humains qui veulent mettre en parallèle. Genre, on serait l'équivalent des animaux ou dans le même ordre. Pourtant, bon nombre ne sont pas dotés, ne serait-ce que notre faculté à voir les couleurs. Ce qui enrichit grandement en soi les saveurs que l'on peut en tirer en termes d'appréciation. Après, quand on sort de tout ça, on se dit, est-ce que c'est pas nous-mêmes, justement, qui avons créé cette simulation ? Ne sommes-nous pas Dieu ? Et donc, en cogitant, si ça serait le cas, on pourrait en arriver à sortir du corps et à décider de ce qui devrait être fait. Je sais pas, une personne qui passe dans la rue, hop, tiens, tu veux changer son itinéraire. Quelqu'un qui est là, tu voudrais qu'il ferme boutique, par exemple, juste pour voir si tu possèdes les choses. Et ce n'est pas le cas. Donc, tu arrives à je pense, je suis, et il y a des êtres humains qui sont dans la même possibilité,
Donc, ce qui signifie que nous sommes tout petits face à quelque chose qui nous dépasse, dont nous n'avons pas encore la définition, les mots à poser, mais que l'on nomme, donc El, Eli, Adonai, Seigneur, vous voyez, Créateur, Dieu. Mais on ne sait pas vraiment comment le définir. On n'arrive pas à le voir, on ne sait pas vraiment si on le sent, entre guillemets, mais on s'est ramené une chose, c'est que ce n'est pas nous. C'est-à-dire, comparé à lui, nous sommes plus faibles. Donc ça, c'est important. Et ça ramène après à toute cette idée-là. Donc ça produit des racines métaphysiques pour reconduire à la physique, et là, de la déréalisation, finalement, retrouver le sens de l'existence pour pouvoir s'orienter. Ça, c'est pour moi, en tout cas. Après, peut-être que, encore une fois, mon parcours a fait... Ma compréhension est fort différente de ce qui était exprimé par Descartes, mais dans cette méditation première, l'ayant exercée moi-même avec certaines capacités, j'en suis arrivé à cette conclusion-là. Des réalisations, reconduction à moi-même, je ne suis pas le créateur, j'en suis justement une créature, donc inférieure et quelque part soumis à la volonté de ce qu'il désire, mortel pour un temps, et donc à partir de là, après, reconduit à la physique, et quel est le sens à présent de cette courte période, de ces segments sur Terre. Et qu'est-ce que même le temps déjà? Et là, on s'en ramène après à l'espace-temps. On avait eu un débat avec Los Locos, et il parlait de référentiel, c'était fort intéressant. Mais en fait, le temps n'existe pas sans l'espace, entre guillemets. Et qu'est-ce que l'espace, si ce n'est la matière? Et donc finalement, on s'en remet après à la matière qui peut être géologique, et des planètes, et compagnie, vous voyez, parce que c'est comme ça, en fait, la distorsion de ce qui est nommé temps s'exerce par un mouvement, par le vivant, qui est du coup non pas inerte, mais porté en tout cas à toujours se déplacer, à se mouvoir, à évoluer, à se transformer. Et donc ça conduit également à l'idée de la biologie. C'est là qu'on poursuit la lecture. Comment? En effet, bien penser la nature si nous ne savons pas ce que nous sommes, nous qui la pensons, et si nous ne savons pas ce qu'est le Dieu qui l'a créée. Pas de physique sans métaphysique. Pour bâtir une science certaine, il faut alors des principes métaphysiques, qui le soient tout autant. Descartes veut donc donner à ces premiers principes de la connaissance une certitude absolue, et faire de la métaphysique une science plus claire et plus certaine que n'avaient fait auparavant les démonstrations des géomètres. Il va falloir prouver l'existence de Dieu et la nature immatérielle de notre esprit, substance pensante. Formulons autrement la même remarque. Selon Descartes, les sciences n'assurent pas de manière autonome la validité de leurs résultats. Pour fonder la vérité des énoncés scientifiques, il faut, au préalable, en avoir questionné et définitivement élucidé les conditions de possibilité métaphysique. Une interrogation découle de cette exigence cartésienne. Lorsqu'on a renoncé à prouver l'existence ou l'inexistence de Dieu, lorsqu'on ne sait plus très bien ce qu'on est, esprit, matière, un peu des deux, lorsqu'on a en bref abandonné l'idée d'une métaphysique qui pourrait parvenir à des résultats certains, que peut-on encore prétendre savoir? Quel statut donner à nos sciences que nous avons renoncé à fonder? Tronc et branche. La métaphysique racine inaugure et fonde une physique tronc, une science générale du monde matériel. Le tronc lui-même permet le développement de trois principales branches. La première, là où les mécaniques, science des machines, qui permet aussi bien de rendre la nature plus habitable à l'homme que d'envoyer des fusées dans l'espace. La deuxième, la médecine, qui vise au bon fonctionnement de ce canton particulier du monde matériel qu'est le corps humain. Et enfin, la morale, qui est comme l'aboutissement et le point de rencontre de tous les autres savoirs, puisqu'elle s'intéresse à l'homme en tant qu'il est l'union d'un esprit matériel et d'un corps. Mais alors, où sont passées les mathématiques? Les mathématiques n'apparaissent pas dans l'arbre de la philosophie. Cette absence est étonnante, surtout si l'on se rappelle que les mathématiques constituent depuis l'Antiquité le modèle de la connaissance certaine, et que la postérité a vu à juste titre en Descartes un grand mathématicien. Mais, selon Descartes, la philosophie s'occupe prioritairement de ce qui existe, du réel et non pas du possible. Or, les objets des mathématiques, sciences fondamentalement pures et abstraites, sont de simples idéalités. On n'a donc pas à compter les mathématiques au nombre des domaines dont s'occupe la philosophie.
il ne faut pas pour autant les ignorer. Descartes conseille en premier lieu de pratiquer les mathématiques pour accoutumer l'esprit à des raisonnements rigoureux sur les idées claires, voire ci-dessous, philosopher, préparatif, patience. En second lieu, lorsqu'on les applique à la réalité, elles fournissent les outils de calcul nécessaires à la constitution de la physique. En clair, Descartes, par sa quête de vérité, l'histoire de la connaissance de la philosophie, écarte les mathématiques, mais en revanche invite à s'intéresser au modèle des mathématiques pour construire des logiciels de pensée, on va dire, des bonnes méthodes pour se conduire à de la logique. C'est ce qui va essayer de nous faire part. Orientation. L'arbre de la philosophie n'est pas seulement un schéma général d'organisation des savoirs certains, il indique aussi l'ordre logique et chronologique de leur engendrement, et permet ainsi d'orienter la démarche du philosophe au nom d'une vérité simple. Dans le pommier, l'intéressant, ce sont les pommes. Ou, en des termes plus choisis, je le cite, « Comme ce n'est pas des racines, ni du tronc des arbres qu'on cueille les fruits, mais seulement des extrémités de leurs branches, ainsi la principale utilité de la philosophie dépend de celle de ses parties qu'on ne peut apprendre que les dernières. » Fin de citation. Fin de citation. Bien philosophie consiste donc à effectuer un parcours qui part du fondamental, la métaphysique, et va s'élever donc vers l'utile, ces sciences particulières qui nous permettent d'agir sur le monde, de maintenir notre corps en bon état et de répondre à la question « Que faire ?» Il y a en conséquence 3 manières de ne pas ou de mal effectuer ce parcours, et corrélativement 3 figures du mauvais philosophe selon Descartes. Donc on va citer les 3, mais c'est pour montrer que la philosophie va puiser dans la métaphysique, mais son résultat doit être le monde, le réel, l'action. Et là où l'arbre, en poussant, voyez-vous, de ses terres, de ses racines ancrées, puisant l'eau, toutes ses ressources, ses nutriments, va grandir, pousser, des fois dépasser des mesures qu'un homme se retrouvera minuscule face à ce qu'hier il avait planté en petites graines, eh bien, le résultat sera le fruit. L'arbre sera nourricier. L'arbre sera qualitatif. Et peut-être même que l'humain y aura greffé plusieurs variétés, sans parler forcément de chimères, mais en tout cas, lui offrira la possibilité d'un côté de faire des cerises, de l'autre partie des abricots, et encore d'en conclure à, par exemple, des pommes. Et que du fruit de ce simple arbre, qu'on aurait pu modifier, ou même si on n'a pas modifié, imaginons il ne produit qu'un seul fruit, eh bien, le produit, on va dire ça comme ça, quand il va tomber au sol, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, ces pépins pourront eux-mêmes retomber à la nature et, minuscules comme ils sont, produire en réalité une autre grandeur et pareillement produire du fruit et comme ça engager toute une forêt. Je pense que c'est cette idée-là dont il fait part. C'est quand il compare la philosophie à cet arbre de vie, c'est finalement, et qu'après il va nous dire que c'est un modèle pour que l'homme puisse trouver son sens, c'est que l'homme en fait est ça. L'homme a en lui cette petite graine qui doit faire pousser. Et son objectif, ça sera l'action dans le monde. Ne serait-ce qu'un petit pas. Mais le mieux sera un petit mot. Parce que celui-ci conduira à un certain logiciel de pensée, et donc à du partage, à de la connaissance, et à une action bénéfique dans le monde. La morale, par exemple. Le respect, la dignité, l'intérêt pour les plus fragiles, et ce genre de choses. Mais quoi qu'il en soit, il invite, et j'en avais parlé chez Los Locos, et d'ailleurs ça va engendrer après quelque chose d'intéressant, puisque on pouvait le copier et le coller quelque part aussi sur le modèle actuel, où il y en a qui tombent trop dans le complotisme, ou trop dans la haine de certains. Et donc c'était quoi l'idée ? Descartes il dit il faut philosopher, mais ne pas oublier que nous ne sommes pas qu'esprit, nous sommes actuellement aussi matière, et que l'objectif de ces développements sera un agissement dans le monde réel. Là où certains, des fois, sont partis sur des bonnes bases et finalement ont terminé en pougnette cérébrale, vous voyez, en branlée cérébrale. En branlette, en tout cas, si vous préférez. Donc là, il a 3 figures du mauvais philosophe. Celui qui est dans l'utilitarisme impatient, il veut d'emblée les branches et les fruits, les résultats utiles, et il n'a pas la patience de passer par le moment fondateur de la métaphysique. Celui-là se précipite trop, il se trompera, ses sciences seront douteuses et sa morale vacillante.
on croirait lire un peu aussi de la Bible avec ce qui est semé. D'un côté, il y en a c'est dans les ronces, un autre c'est au niveau de pierre, il me semble, et qu'une toute petite partie qui va en terre. Et même là, après, dans cette petite partie en terre, tous ne sont pas féconds. Le métaphysicien, donc là c'est la deuxième façon, on va dire, d'avoir des mots philosophes, c'est le métaphysicien stagnant. Il se contente des racines, passe sa vie à ruminer complaisamment de grandes questions métaphysiques. Celui-là n'a pas compris que si le philosophe doit à un moment donné se faire métaphysicien, il ne doit pas le rester et se contenter de cette activité. Il sera l'objet des moqueries, en l'occurrence justifiées, de ceux qui estiment que la philosophie ne sert à rien, car il accréditera la caricature du philosophe perdu dans ses réflexions fumeuses et coupées du concret. Il aura perdu son temps. Il faut ne consacrer à la métaphysique que fort peu d'heures par an. Et enfin, le troisième type, celui qui part dans le mauvais sens. Au lieu de chercher les conséquences utiles, troncs et branches des racines métaphysiques, il fait de la philosophie à rebours et se demande s'il n'y aurait pas quelque chose sous les racines. Je cite. « Dans quel sol les racines de l'arbre de la philosophie trouvent-elles leur point d'attache ? De quel fond les racines... » Alors attends. De quel fond les racines et par elles l'arbre tout entier reçoivent-ils la vigueur et les sucs nourriciers ? Quel élément scellé dans le fond et le sol s'entrelace aux racines qui portent l'arbre et le nourrissent ? Sur quoi repose et prend naissance la métaphysique ? Qu'est-ce que la métaphysique vue de son fondement ? Celui-là, donc qui part dans toutes les directives, n'en finira peut-être jamais de s'interroger. Mais dans quoi s'enracine le sol, où s'enracinent les racines et en fait, il y a toujours quelque chose qui précède. Il ne peut jamais aboutir, ne serait-ce qu'à poser une petite base, un principe, comme le dirait Descartes, pour au moins, ne serait-ce que avoir une solidité sur un des développements. Lui, il sera toujours questionné sur l'amont. C'est néfaste. Il affrontera en tout cas une question vertigineuse et ignorée de Descartes, celle qu'Heidegger appelle la question de l'être. Je cite ce passage. Dans le jardin, il y a un arbre. Nous disons de lui, l'arbre est d'une belle taille. C'est un pommier. Il est peu riche de fruits cette année. Les oiseaux chanteurs aiment le visiter. L'arboriculteur pourrait encore en dire d'autres. Le savant botaniste, qui se représente l'arbre comme un végétal, peut établir quantité de choses sur l'arbre. Finalement, un homme étrange arrive par là-dessus et dit, je cite, « L'arbre est. Que l'arbre ne soit pas, cela n'est pas. » Qu'est-ce que maintenant qu'il est le plus facile de dire et de penser ? Tout ce que, des côtés les plus différents, on sait dire sur l'arbre, ou bien la phrase « l'arbre est ». On a l'impression que c'est pareil, ça reprend à nouveau des notions de la Bible, mais bon, pour les mettre de façon plus complexifiée encore, l'arbre est, que l'arbre ne soit pas, cela n'est pas. En fait, puisqu'il existe, on ne peut pas dire ne soit pas. C'est ça, mais compliqué dans les choses. Vous voyez, donc c'est pour soi-même également. On ne peut pas dire qu'on n'existe pas, qu'on serait dans une simulation, puisque nous sommes, nous pensons, nous agissons. En gros, c'est à peu près ça, mais enfin, la façon dont les phrases des fois sont tournées, c'est pour faire des nœuds à la tête. Vraiment, voilà. Il y a plus simple à faire. Je vous propose de conclure aujourd'hui là. On est à la page 32. On fera une deuxième partie avec moins d'interaction, on va dire, de recoupement avec d'autres pensées. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Alors, ça a été coupé à 2 reprises. Petit problème de lecture à un moment et puis interruption de l'autre. Donc, je vais essayer de vous faire des transitions assez propres. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Que la vérité soit notre avenir. Les valeurs sont ancrées en chrétien. Notre victoire est assurée. Alors, on dit Alléluia, puisque la gloire est à Dieu. Et nous sommes ses instruments, ses serviteurs, et nous nous questionnons sur bien des choses. Restez avec l'esprit ouvert, interagissez même avec les opinions contraires et ceux qui veulent vous critiquer, c'est toujours enrichissant, et ça permet aussi de ne pas se renfermer sur soi, d'être sectarisé quelque part. À très bientôt.